Bienvenue dans notre 5e science au langage R pour niveau débutant. Nous avons vu la science passée un certain nombre de fonctions qui vont nous permettre en fait de résumer nos données. Nous avons vu par exemple la fonction minimum, on a vu la fonction qui nous permet de trouver le max d'une variable, on a vu également la moyenne, on a vu comment calculer les écarts tubes, on a vu pas mal de choses. Nous allons aujourd'hui apprendre à importer des données, nous allons manipuler ces données à travers des fonctions qui existent au niveau du langage R. Et on va aussi aujourd'hui apprendre à utiliser des packages. Je vous ai parlé la séance passée que un package n'est rien d'autre qu'un ensemble de fonctions qui sont regroupées ensemble et on peut importer ces packages contenant un certain nombre de fonctions qui vont nous aider à réaliser un certain nombre de tâches. Sans perdre du temps, allons maintenant importer une base de données. Dans tous les cas, pour les gens qui n'ont pas vu la science la dernière science, je vais mettre en description ou en commentaire de cette vidéo, vous allez voir la science de façon intégrale et je ne vais pas en fait revenir sur ce qu'on a vu déjà. Pour importer une base de données, vous allez passer au niveau des files, vous allez voir en bas import dataset. Ok, lorsque vous cliquez sur import dataset, vous allez voir que vous avez plusieurs options. Il y a option from text, si vous avez une base de données sous forme texte. Généralement, les gens ont les données qui sont dans un format Excel ou bien SPSS, SAS, Stata. Si vous avez par exemple une base de données qui est sous format Excel, vous pouvez l'importer en cliquant sur l'option ici, From Excel. Là, je vais voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez voir ici, on vous demande de préciser le chemin à partir duquel on va importer la base de données. Pour pouvoir le faire, vous allez cliquer sur Browse. Vous avez ici ce bouton là. Si vous cliquez sur Browse, on va vous diriger dans votre répertoire par défaut. Pour importer une base de données dans ce répertoire, il suffit de cliquer sur la base de données. Vous voyez bien que la base de données se termine par l'extension .xlsx. C'est un fichier Excel. Donc pour pouvoir l'importer, il suffit de cliquer sur ça et puis vous allez, une seule fois, s'assurer que le nom apparaît ici. Nom du fichier. Après, vous allez cliquer sur Open. Vous allez attendre juste un peu. Et la base de données déjà va prendre forme. Vous allez voir une partie de la base de données. Et d'ailleurs, je pense toute la base de données ici. Vous allez voir à quoi ça ressemble. OK. Vous voyez ici, la première ligne contient les noms des variables. Et vous allez voir chaque variable contient ici des observations. Ce que vous voyez ici, c'est pour pouvoir préciser si vous avez plusieurs feuilles. Bon, ici, j'ai une seule feuille. Par conséquent, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Si vous avez plusieurs feuilles et que vous voulez importer une feuille spécifique, c'est au niveau des sheets, vous allez préciser au niveau de quelle feuille il faut chercher la base de données. Ici, en fait, range, ça c'est la plage des données qui seront importées. C'est toute la base de données qui sera importée. Donc, moi, c'est rarement que je vais vous regarder ici cette option range parce que c'est pas trop nécessaire parce que la base de données, nous, on a besoin d'importer toute la base de données. OK. Et on vous dit ici, est-ce que la première ligne contient les noms des variables? Si vous décochez ça, en fait, là, vous êtes en train de dire que la première ligne ne contient pas les noms des variables. Et du coup, quand j'ai fait ça, vous voyez, et quelque chose ici, les noms ont disparu. C'est-à-dire que la première ligne devient une ligne contenant des données, alors que ce sont les noms des variables qui sont là. Donc, si vous décochez ça, vous allez voir perdre en fait les noms des variables. Et les noms des variables vont être considérés comme étant des observations prises par vos variables. Il faut que vous cochez ça pour pouvoir préciser qu'il s'agit bien de la ligne contenant les noms des variables. Et là, vous voyez, c'est bien, les noms apparaissent en haut. Et là, la première observation commence ici, la deuxième, ainsi de suite. Et là, vous avez l'option Open Data Viewer. En fait, c'est pour pouvoir automatiquement, quand vous allez importer les données, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, vous montrant votre base de données. Si vous décochez ça, ça ne va pas s'ouvrir automatiquement. OK? Moi, je vais cocher ça pour que, après, une fois que j'importe les données, la base de données sera ouverte automatiquement. Et d'ailleurs, à côté, vous allez voir ici les codes qui seront exécutés. Parce que là, je suis en train de le faire étape par étape, sans utiliser les codes. Mais
En fait, ce sont les codes là qui sont en train d'être exécutés en arrière-plan. Vous avez ici empty car. En fait, c'est la base de données qui sera importée. Le nom sera donné. Ça va être le nom empty car. Et vous allez voir, il y aura une fonction qui sera utilisée qui s'appelle read Excel. Et read Excel, en fait, c'est une fonction qui existe dans ces packages-là. OK? Et après, vous allez voir la fonction view, entre parenthèses, le nom de la base de données. View, c'est une fonction qui va permettre d'ouvrir une fenêtre qui va contenir, en fait, la base de données. Ça va nous montrer la base de données complète. On va importer, parce que là, nous n'exécutons pas des codes. C'est le logiciel qui prend en charge. Et si vous cliquez sur import, la base de données sera importée. Vous voyez, automatiquement, une fenêtre est ouverte. C'est parce qu'il y avait la fonction view qui a été utilisée. C'est la fonction permettant d'ouvrir la base de données automatiquement. Je ne suis pas obligé d'utiliser la fonction view. Bien évidemment, la base de données sera toujours importée. Mais vous n'allez pas voir cette fenêtre ouvrir. Vous voyez maintenant que des codes ont apparu. Ce sont ces codes-là qui ont été exécutés par le langage R pour pouvoir importer les données. On a importé d'abord le read Excel. Read Excel, c'est un package contenant la fonction read Excel. Pour que cette fonction puisse être utilisée, il faut que l'on puisse d'abord importer le package qui contient cette fonction. C'est ça l'idée. C'est que ce package on ne pourra pas utiliser cette fonction read Excel qui permet d'importer les données sans qu'on importe d'abord le package. Pour avoir des détails sur le package, on peut utiliser librairie. Je vous ai montré cette option. Pour les gens qui n'ont pas regardé la Science 4, ils ont intérêt parce que j'ai montré comment utiliser ces fonctions pour pouvoir voir des détails sur des packages. Ce package s'appelle read Excel. Donc, je vais avoir des détails, les fonctions existantes dans ce package. Alors, si je clique sur Entrée, on va vous montrer cette fenêtre-là. Vous allez descendre. OK. Et à partir de index, vous allez voir les fonctions qui sont dans ce package. La fonction que nous avons utilisée s'appelle read Excel, n'est-ce pas? Si vous regardez bien, je pense qu'elle se trouve quelque part. Voilà, la fonction qui a été utilisée s'appelle ici read Excel. Ça permet de faire, on vous a dit, ça permet de lire les fichiers XLS et les fichiers XLSX. D'accord? Pour pouvoir importer les données, on a d'abord importé un package qui s'appelle read Excel, read XL, et on a exécuté. Je vais faire ça. Run, et ça a été exécuté. Et après, on a fait quoi? On a importé la base de données en utilisant la fonction qui s'appelle read Excel. Mais avant de pouvoir importer, il faut donner un nom. Le nom, moi, je vais cette fois-ci appeler le nom DT. OK? Et le symbole là que j'utilise, ça permet tout simplement d'affecter une valeur à une variable. Donc, cette base de données que je vais créer s'appelle DT et ça va prendre le contenu de la nouvelle variable de la base de données qui s'appelle empty-car. Je vais utiliser donc la fonction read Excel. Ça, c'est pas un tiret, hein. Ça, c'est je sais pas comment l'appeler, underscore en anglais. Une fois que vous écrivez read Excel, vous donnez le nom complet de la base de données. C'est empty-car. OK? Empty-car. X, ça c'est l'extension du fichier Excel. Si vous n'écrivez pas ça, ça ne va pas marcher. Parce que le fichier Excel se termine avec l'extension XLSX. Une fois que vous faites ça, vous exécutez le code. Vous voyez maintenant, cette base de données a été créée. DT, vous voyez ici. C'est la même base de données. Moi, au départ, en fait, on a donné le logiciel, comme j'ai importé manuellement, le logiciel a pris comme nom empty-car directement. Moi, j'ai changé maintenant le nom. Je peux moi-même donner le nom de la base de données. OK. Maintenant, la troisième fonction qui a été utilisée, c'est view. OK. View permet d'afficher la base de données qui a été importée. View, il faut donner le nom de la base de données. Moi, le nom que j'ai donné, c'est DT. Et d'ailleurs, je peux copier ça et le mettre au niveau de mon fichier script que je peux utiliser ultérieurement parce que c'est important d'enregistrer vos codes ici. Je l'amène ici et j'exécute ça. Run. Vous voyez là, la base de données a été ouverte. Maintenant, je vois le contenu des variables. Vous voyez,
Très bien. Souvent, vous êtes tenté de savoir les noms de vos variables. Donc, c'est cette fonction qu'on appelle names. Si j'utilise names et je donne le nom de la base de données, les noms vont apparaître, vous voyez. Donc, dans ma base de données, j'ai comme variable mpj, sil, displacement, ok, hp, drat, wt, qsec. Ça, ce sont les variables contenues dans ma base de données. Très bien. Nous allons maintenant utiliser des fonctions pour pouvoir résumer les données contenues dans cette base de données. Bien évidemment, j'ai fait ça la séance passée, mais je suis en train de répondre ça tout simplement parce que je vous ai montré une procédure pour importer votre base de données à partir de votre ordinateur. Vous avez un dossier dans lequel vous avez votre fichier. Je vous montre maintenant que vous pouvez importer ça et vous pouvez faire des manipulations sur ces données. Je reviens au niveau de mon fichier script. Donc, on commence maintenant à utiliser des packages. Le package qu'on a utilisé aujourd'hui s'appelle readxl. Nous avons importé les données. Nous avons utilisé la fonction view pour pouvoir voir en fait la base de données. Il nous faut maintenant faire un résumé de nos données. Comment faire? Comment trouver en fait un certain nombre d'indicateurs statistiques pour vos données? Vous avez plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées, comme la fonction max, si vous voulez avoir le maximum d'une variable. Je vous montre maintenant comment accéder aux variables de votre base de données. Je donne le nom de la base de données, j'accompagne par le symbole $. Je vais avoir accès aux variables contenues dans cette base de données. Si je veux par exemple accéder à la variable mpj, il suffit que je donne le nom de la variable. Bien sûr, avant de ce nom de variable, il faut que je donne le nom de la base de données accompagné par le symbole $. Là, je vais souligner le code, je l'exécute. Lorsque je l'exécute, vous allez voir, en fait, ça va s'afficher. La première observation de cette variable, c'est 21. La deuxième, c'est 21. La troisième, 22. Ainsi de suite. C'est que je vais vous montrer maintenant comment trouver le max de cette variable. Le max de cette variable, qui est le mpj, c'est un vecteur maintenant. Je peux copier directement ce code-là. Ça, on sait très bien désormais qu'il s'agit de la variable mpj. Et là, si je mets ça à l'intérieur de la fonction, c'est une fonction ici, ça s'appelle max. Si j'exécute le code, run, j'exécute à partir de run, vous allez trouver le max, c'est 33,9. Ok? De la même manière, je peux avoir le minimum de cette variable. Min, en utilisant la fonction min. Et là, je vais trouver, en cliquant sur run, je trouve 10,4. De la même façon, je peux avoir la moyenne. Ok? La moyenne, c'est min en anglais. Ok? Si j'exécute run, je vais trouver la moyenne de cette variable. Si je veux avoir le quart tube de cette variable, je vais utiliser SD, la fonction SD. Standard Deviation, ça c'est en anglais. Si je clique sur run, je trouve le quart tube, c'est 6,2. Si je vais voir la variance de cette variable, j'utilise la fonction var. Var. Si j'exécute, je vais trouver quoi? 36,32 comme étant la variance. Et je vous ai montré ces choses-là la séance passée. C'est juste un rappel. Alors, on sait très bien qu'il y a une relation entre l'écart tube et la variance. La variance, c'est quoi? C'est le carré de l'écart tube. Et d'ailleurs, on peut le vérifier. Si je parle de standard deviation, de quoi? De cette variable qui est mpj, que j'ai accédé à partir de ce code-là, dt $mpj, je copie et je le mets ici. Vous savez, on peut exécuter les codes au niveau du console ou bien au niveau du script, donc je peux le faire partout où je veux. Et là, en fait, je peux exécuter en cliquant. Par contre, ici, vous n'avez pas besoin de cliquer sur Run. Ok, vous avez besoin de cliquer votre bouton Entrée de votre clavier. Entrée, je trouve combien? 6,02. Et c'est ça qui se trouve en haut. Mais je peux chercher le carré de ça. Ok, je peux donc trouver je vais calculer le carré de ça. Le carré de 6, donc je vais prendre ce nombre là, je vais faire son carré, copier. Alors je reprends pour calculer le carré d'un nombre. Je vous ai montré dans la science, je pense science 2 ou bien la science 3, je me rappelle. On avait les opérations courantes au niveau du langage R. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, ils ont intérêt à regarder. Ces vidéos, elles seront mises en description ou en commentaire de cette vidéo.
pour les gens qui veulent regarder. Donc, le carré de ça, c'est, on peut utiliser ce symbole, ou bien, pardon, ou bien, on peut utiliser 2 étoiles. Le carré de ça, c'est 36, et vous voyez bien, c'est égal exactement à la variance. L'écart tube au carré, c'est égal à la variance. Une bonne manière de travailler avec les variables, souvent, c'est de donner des noms. Par exemple, au lieu de garder le code comme ça, pour utiliser en fait la variable MPJ, je peux donner un nom. C'est-à-dire dire que c'est MPJ. Et je vais affecter cette variable MPJ parce que je sais bien que le code là me permet d'avoir accès, je peux avoir accès à la variable MPJ. Je vais simplifier le code en lui donnant un nom qui s'appelle MPJ. Je vais exécuter le code. Du coup, vous voyez maintenant qu'une variable MPJ a été créée. Le nom, désormais, c'est MPJ. Je n'ai plus besoin d'écrire le code comme ça. OK? Là, j'exécute. Vous allez voir, c'est la même chose. Je trouve la variable ici, contenant les observations, 32 observations. C'est un vecteur, en fait. Ça, c'est un vecteur. Première observation, deuxième observation, ainsi de suite, jusqu'à la dernière observation qui est 21,4. OK? Donc, ça, c'est une manière de pouvoir créer des variables à partir d'une base de données. Ça peut être fatigant de créer chaque fois des variables. On peut utiliser une fonction qui s'appelle attache. Attache est une fonction qui va nous permettre de pouvoir accéder au nom des variables sans utiliser le symbole $. OK? Je vais écrire attache. Je donne le nom de la base de données que j'ai créée. La base de données, c'est DT. OK? Si j'exécute le code, attache, supposons que je vais avoir accès à la base de données MPJ, ce n'est plus compliqué parce que j'ai utilisé cette fonction attache. Je peux utiliser MPJ directement. J'exécute. Run. Vous voyez, la base de données, elle est là. Bon, comme déjà, elle existe déjà, bon, je vais changer. Je vais prendre un nom d'une variable que je n'ai pas créée. Par exemple, SIL. Je peux juste, en fait, accéder à la variable SIL en donnant le nom de la variable. Donc, je peux écrire SIL et j'exécute, vous allez voir. Exactement. Maintenant, les données sont là. Je n'ai pas de problème. Par contre, si vous n'utilisez pas la fonction attache, vous ne pouvez pas avoir accès directement à une variable contenue dans cette base de données sans utiliser le symbole $. On est en train de se familiariser petit à petit avec les fonctions existantes dans le langage R. On va avancer un peu. Nous allons commencer à résumer nos données à partir de ce qu'on appelle la fonction summary. Summary, c'est une fonction dans le langage R, en fait, qui va nous permettre de pouvoir résumer les données. Je vous ai montré cette fonction. Et d'ailleurs, cette fonction se trouve au niveau, si j'écris summary, vous allez voir que c'est une fonction de base. C'est que cette fonction existe par défaut au niveau du langage R. On n'a pas besoin de faire recours à un package quelconque. Ce sont des fonctions existantes dans le langage. Pour pouvoir résumer les variables contenues dans la base de données DT, il suffit de faire appel au nom de la base de données complète. Je vais exécuter le code et vous allez voir. Et c'est ça, je vous ai montré ça la séance passée en fait. Je vous ai montré que ce sont tout simplement des résumés rapides pour les variables contenues dans cette base de données. MPJ, par exemple, le minimum de cette variable, c'est 10, 40, première quartile, la médiane, la moyenne, troisième quartile, ainsi de suite. Très bien. Nous avons vu qu'on peut résumer les données de cette façon. Pour faire un graphe, par exemple un nuage de points, vous voulez voir la relation entre deux variables. Pour voir s'il y a une relation linéaire possible entre deux variables, on peut utiliser la fonction plot. Je vous ai dit que pour accéder au nom des variables sans utiliser le symbole $, il suffit d'utiliser la fonction attache et puis vous donnez le nom de la base de données. Je clique sur Run. À ce moment, je peux donner directement les noms. Par exemple, supposons que la première variable c'est MPJ, la deuxième variable c'est SIL. Je vais exécuter d'abord pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Ce sont deux variables contenues dans la base de données mtcar que j'ai donné nom ici. Le nom de la base de données désormais c'est DT. J'exécute Run. Vous voyez? Voilà, c'est ça le graphe. Le graphe entre MPJ et SIL. Vous voyez maintenant, SIL se trouve au niveau de l'axe des ordonnées et MPJ se trouve au niveau de l'axe des abscisses. C'est pourquoi l'ordre est important. Si vous donnez la première variable que vous allez donner, ça va être la variable X et Y va être en fait la deuxième variable.
Donc, il faut respecter l'ordre. Si je vais avoir cil au niveau de l'axe d'exercice, il faut commencer par écrire la variable cil. Et après, vous allez accompagner par MPJ qui va être au niveau de l'ordonnée. J'exécute, vous allez voir. Et là, vous voyez, maintenant, l'axe au niveau de l'axe d'exercice, c'est la variable cil. Au niveau de l'axe des ordonnées, c'est MPJ. Ça, ce sont les observations. Ok, ça, c'est le nuage des points. C'est pas très beau, certes, bien sûr, parce que ce sont les fonctions de base que nous sommes en train d'utiliser. Nous allons produire des très beaux graphes par la suite. Vous allez voir, quand on va attaquer des packages, il y a des packages très intéressants qui vont nous aider à faire des sorties très belles. Ça, c'est concernant un nuage de points. C'est très rapide. Bien sûr qu'on peut ajouter des éléments ici. Par exemple, on peut donner un titre. Pour donner un titre, il faut utiliser l'argument main. Main égale, vous donnez le nom, bien sûr entre griffes. Vous voyez, on peut donner, par exemple, je peux dire nuage de points. Nuage de points. Et j'exécute encore une fois. Quand je vais exécuter, vous allez voir, le titre va apparaître. Le titre du nuage de points. OK. Et d'ailleurs, je peux en fait utiliser la fonction core. J'ai parlé de cette fonction la séance passée. Pour les gens qui n'ont pas vu la séance passée, ils ont intérêt à regarder. J'ai parlé de cette fonction. Core permet de calculer le coefficient de corrélation. Par exemple, j'ai essayé de faire le nuage de points pour voir s'il y a une relation linéaire qui est forte. Et on utilise le coefficient de corrélation pour apprécier voilà, cette relation, si c'est une relation linéaire forte ou pas. Pour calculer le coefficient de corrélation, je vous ai dit qu'il faut utiliser la fonction core. Vous allez donner les noms des variables, MPJ, et cil. Je vais avoir le coefficient de corrélation entre ces deux variables. Donc, je donne le nom de la fonction core, accompagné ici dans la parenthèse, c'est le MPJ et le cil. J'exécute le code. Vous voyez, le coefficient de corrélation est égal à moins 0,85. Mais je vais m'arrêter ici sur ce nuage de points. La séance prochaine, nous allons voir comment résumer les données à travers des graphes, c'est-à-dire construire des diagrammes circulaires, construire des diagrammes à barres, des histogrammes pour des variables quantitatives. Que ce soit pour des variables qualitatives ou pour des variables quantitatives, nous allons produire des graphes pour résumer les données. On va utiliser très prochainement, la séance prochaine, nous allons utiliser des packages intéressants comme ggplot2. C'est un de mes packages préférés que nous allons voir. Et voilà, donc c'est tout pour cette séance les amis. On se voit la séance prochaine.